Bien, donc bonjour à tous, rebonjour. Alors, je pense qu'on peut commencer. J'estime que c'est juste une séance de clarification, de révision. Donc, pour ceux qui veulent être là sont les bienvenus, ceux qui veulent pas, il n'y a pas de souci. Donc, je reprends les questions que vous m'avez posées. Alors, je vais juste partager mon écran. Bon, je pense qu'il y a encore du monde qui arrive, donc on peut encore attendre un petit peu. Bien, donc je commence par afficher vos questions. C'est bon. Alors, donc, première question, in which way computer vision is interdisciplinary? Alors, la vision par ordinateur est un domaine interdisciplinaire parce qu'il touche à plusieurs disciplines, several topics, several domains. Bon, on commence par le traitement d'image. On a vu que le traitement d'image fait appel au traitement de signal. Donc, première discipline. Et vous savez que le traitement de signal, et je vous l'avais déjà dit par rapport à la transformée de Fourier, donc il y a des choses dans le traitement de signal qui dépassent de loin ce que vous avez acquis en tant qu'informaticien, surtout dans MI. Donc, on se focalise beaucoup plus sur les mathématiques, mais dans le traitement d'image, il y a beaucoup de traitement de signal. Donc, première discipline. Deuxième discipline, vous avez vu dans votre projet qu'on cherche à classifier, à faire du clustering des polypes et ensuite de les classifier. Donc, c'est ce qui est classifié. Donc, le polype, est-ce que c'est un ulcère, est-ce que c'est une tumeur, etc. Donc là, on fait appel à un autre domaine qui est l'apprentissage automatique. Donc, machine learning. Deuxième discipline, donc traitement d'image, traitement de signal, mathématiques, ça c'est sûr, machine learning, donc apprentissage automatique. Euh, voilà, j'avais préparé donc, le livre de Slesky. Donc ça, c'est un livre que je recommande pour ceux qui veulent s'approfondir dans la vision. Donc je pense que j'ai déjà parlé de ça. C'est un livre open que vous pouvez trouver sur Internet. Et là, donc rien qu'en voyant le sommaire, donc on a une idée. Donc ici, donc la formation, donc la formation de l'image, on appelle la discipline de, du traitement de signal. Donc, comment on reçoit la lumière et comment l'image est reflétée.
on a des paramètres géométriques. Donc, on fait un appel à l'algèbre linéaire. Et on a vu qu'on a besoin de beaucoup d'algèbre linéaire. Image processing, donc traitement d'image, traitement de signal transformé de Fourier. Model fitting optimization, donc c'est les techniques d'optimisation. La reconnaissance, donc là, c'est là où on va beaucoup utiliser du machine learning. Donc, deep learning, bien sûr, c'est du machine learning avancé avec plus de données. Donc, le machine learning, l'apprentissage automatique et le deep learning, l'apprentissage profond ou approfondi, ça, c'est une autre thématique, c'est une autre discipline où qu'utilise, que la vision par ordinateur utilise. Voilà. Feature detection, donc feature detection, ça fait appel et au traitement de signal et à l'apprentissage automatique et au traitement d'image. L'estimation du mouvement, beaucoup de géométrie aussi. Donc voilà. La reconstruction 3D, donc la vision par ordinateur est un domaine extrêmement interdisciplinaire parce qu'on ne peut pas faire de la vision par ordinateur, donc avoir de l'information sur une image et comprendre une image, parce que la vision par ordinateur, c'est la compréhension de l'image. Et je vous avais dit qu'au début, on avait le traitement d'image et l'analyse d'image dans votre module. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça TAI. Donc, traitement d'image, analyse d'image. Traitement d'image, c'est tout ce qui est bas niveau, c'est tout ce qui est traitement de signal. Les histogrammes, l'égalisation d'histogrammes, etc. Donc, du bas niveau. Ensuite, le haut niveau qui est l'analyse d'image. Et c'est là qu'on parle de vision par ordinateur. Donc, la vision par ordinateur, il ne faut pas confondre avec le traitement d'image. La vision par ordinateur, c'est plus haut que le traitement d'image. C'est un traitement à haut niveau. Mais le traitement à haut niveau a besoin quand même du traitement au bas niveau. Et aussi à l'apprentissage automatique, d'où donc les multiples disciplines euh, auxquelles fait appel la vision par ordinateur. Voilà, donc ça c'est par rapport à la première question. Pour la deuxième question, peut-on revoir comment l'échantillonnage et la quantification fonctionnent avec le TP brièvement? Donc ça, j'ai repris le TP. Bon, d'abord, je voudrais m'assurer que c'est clair pour Interdisciplinary Field. Bien, donc, très bien, très bien. Donc, on continue avec... Parfait. Donc, on continue avec la quantification et l'échantillonnage. Donc, rappelez-vous, pour la quantification et l'échantillonnage, nous voulions transformer une image pseudo-analogique. Pourquoi je dis que c'est une image pseudo-analogique? Parce que c'est difficile d'avoir une image analogique. L'image analogique, c'est la photo. C'est la photo ou ce qu'on avait dit plus tôt. Alors, si je reviens. TD. Donc, TD1. Oups. Donc, on avait supposé donc le signal qui était continu. Non, c'était pas ça, c'était le cours plutôt. Voilà, donc ça, c'est notre image analogique. Donc, en fait, pour l'image analogique, c'est très difficile d'avoir ça sous format numérique. C'est une image analogique. Donc, c'est très difficile d'avoir un signal numériquement. Et nous, donc, on est en train de traiter l'information sur machine, donc sur PC. Et c'est forcément, on est déjà passé par l'échantillonnage et la quantification. Dans l'appareil numérique qu'on a, on est en train de recevoir le signal analogique, on est en train de recevoir la lumière. Ensuite, on va découper cette lumière. Et c'est l'appareil numérique lui-même
qui est en train de faire l'échantillonnage et ensuite la quantification. Échantillonnage nous vient de quel mot? Nous vient du mot échantillon. Donc, à chaque signal qu'on reçoit, et vous voyez que le signal, donc c'est quelque chose de continu. Et à chaque fois que je reçois un signal avec une certaine longueur, je prends seulement un échantillon, donc une valeur avec une virgule. Ce que j'ai essayé donc dans le TP un peu de se rapprocher, donc c'est pour ça que j'appelle ça pseudo-analogique. Je n'ai pas d'image analogique sur PC, ça c'est impossible. Sur mon PC, j'ai toujours une image numérique. Mais on va supposer que c'est une image analogique, de telle sorte qu'on a plusieurs valeurs et on va prendre des échantillons de ces valeurs. Donc la matrice que je vous ai donnée, la matrice que vous deviez lire, donc lines equals, alors je vais expliquer ça par un paint. Donc, on va supposer que ça, c'est ma ligne et ça, c'est mon signal. C'est pour une seule ligne de notre image. Donc, ça, c'est le signal. Et ça, c'est des instants. Donc, en fait, on est en train de mesurer un signal à chaque instant. Donc, les plusieurs instants que j'ai, donc, je les ai représentés par lines equals qui étaient 1000 valeurs. Donc, 1000 signaux continus. Donc, on va supposer que l'un de ces 1000, donc de 1 jusqu'à 1000. Et quelque chose ici, c'est un signal continu. Et là, on va prendre une valeur et on va prendre donc une autre partie pour prendre une deuxième valeur. Donc, on avait dit que le step, le pas, était de 5. Donc, je laisse 5 valeurs qui sont des valeurs réelles, qui est le signal en continu. Je suppose que c'est le signal en continu. Je prends une valeur. Ensuite, je laisse 4 valeurs pour reprendre une autre valeur. Ensuite, je laisse 4 valeurs pour reprendre une autre valeur. Et ainsi de suite jusqu'à avoir mes 200 valeurs. Pourquoi 200 valeurs? Parce que j'ai donné 1000 lignes, 1000 colonnes. Donc, en fait, pour chaque ligne, j'ai 1000 valeurs et pour chaque colonne aussi, j'ai 1000 valeurs. Donc, si à chaque pas, à chaque step, je prends une valeur qui est un échantillon, je vais tomber sur 200 lignes et 200 colonnes. Donc, c'est ce qu'on a ici. Alors, pour l'échantillonnage, on va prendre des échantillons par étape. Donc, je vais prendre les lignes et lorsque j'arrive à un modulo du step est égal à 0, donc je prends cette valeur et je la sauvegarde dans mon vecteur. Je pense que je vais perdre une connexion. Donc ça, c'est notre échantillonnage. Pour l'échantillonnage, je prends des échantillons de mon amplitude qui est là. Et ces échantillons sont à la ligne temps et à la colonne temps où j'avais en fait des valeurs réelles. J'ai transformé les valeurs réelles en valeurs entières et j'ai pris leurs amplitudes aux coordonnées que j'ai définies. Donc ça, c'est pour l'échantillonnage. Donc échantillonnage, ma matrice est de 1000 valeurs fois 1000 valeurs. Pour chaque 5 valeurs, je prends une seule valeur. Chaque 5 valeurs, je prends une autre valeur et je me retrouve avec une matrice et à l'intérieur, j'ai des réels. Et une matrice qui a des coordonnées entières. Donc, à la base, les coordonnées étaient réelles. Vous voyez que lines, ici, lorsqu'on a téléchargé lines equals, c'était des valeurs réelles à l'intérieur. Nous, notre objectif est de transformer ces valeurs qui sont réelles en de valeurs entières. Et c'est l'étape d'échantillonnage. Donc, comment on fait ça? En prenant des échantillons. Donc, je divise la ligne sur l'étape et je rajoute un à chaque fois. Ensuite, donc, pour chaque valeur, pour chaque indice maintenant, je prends une seule valeur d'amplitude que je vais mettre dans image. Maintenant, pour la quantification, alors, donc j'ai construit donc, le résultat que j'aurai ici, mon image que j'ai ici, c'est en fait une matrice de 200 fois 200, 200 lignes fois 200 colonnes. Et chaque valeur, chaque
va dire pixel, mais on n'est pas encore arrivé au pixel. Donc, chaque valeur de cette matrice, c'est une valeur réelle d'amplitude. D'amplitude qui est l'amplitude de notre signal. Maintenant, je veux changer l'amplitude en valeur numérique, en valeur entière, qui va être représentée plus tard par des bits. Donc, pour ça, je dois connaître le nombre de bits. Sur combien de bits je vais représenter mon image. Et bien sûr, j'ai besoin de mon image, qui est l'image d'amplitude. Donc là, le nombre de niveaux de grille, on avait dit que c'est 2 à la puissance des nombres de bits. Donc, lorsque je définis mes couleurs en 3 bits, j'aurai donc 2 à la puissance 3, j'aurai 8 couleurs à représenter, 8 couleurs ou 8 niveaux de grille. Lorsque je représente par 8, donc 8 bits pour chaque pixel, donc j'aurai 2 à la puissance 8, donc j'aurai 256 valeurs possibles pour mon pixel. Donc, je définis. Ensuite, je définis mes couleurs. Donc, mes couleurs, ça va de 0 jusqu'à L-1. Donc, ça, c'est les niveaux de grille possibles pour mon image en prenant en considération le nombre de bits que j'ai défini. Donc, c'est une fonction qui marche pour n'importe quel nombre de bits. Ensuite, je vais prendre donc certains de vous durant l'ETP avaient directement supposé que la valeur est comprise entre 0 et 1. Ça marche dans ce cas, mais il y a une méthode plus générale dans le cas où les valeurs d'amplitude ne sont pas comprises entre 0 et 1, mais entre n'importe quelle valeur min et n'importe quelle valeur max. Comment on fait ça? Donc, je prends la valeur minimale, je prends la valeur maximale et je définis quelle est ma nouvelle valeur minimale et ma nouvelle valeur maximale. En fait, ma nouvelle valeur minimale et ma nouvelle valeur maximale, c'est ce que j'aurais défini ici. Donc, la première couleur, c'est 0. Ensuite, je vais aller jusqu'à L-1. L-1, donc le nombre de niveaux de grille. Et en faisant ça, en ayant l'ancien minimum et l'ancien maximum, et en définissant le nouveau minimum et le nouveau maximum, donc j'applique seulement une fonction qui me dit que je prends l'ancienne amplitude, je soustrais l'ancien minimum, je multiplie par le nouveau maximum moins le nouveau minimum, et je divise sur l'ancien maximum moins l'ancien minimum. Donc ça, c'est une formule de normalisation, on va dire, où lorsque j'ai une valeur, donc ça marche pour toutes les valeurs que vous pouvez avoir, comprises entre un min et un max. J'imagine que vous avez fait ça en mathématiques en deuxième année. Donc, si j'ai des valeurs d'un certain vecteur qui sont comprises entre un certain minimum et un certain maximum, donc je prends l'ancien minimum et l'ancien maximum et j'applique tout simplement cette formule qui est la valeur de mon tableau moins l'ancien minimum multiplié par le nouveau maximum moins le nouveau minimum sur l'ancien maximum moins l'ancien minimum. Et ça, donc, même si vous avez des valeurs d'amplitude qui ne sont pas forcément comprises entre 0 et 1, cette formule va quand même vous donner des valeurs entières pour votre image. Voilà, donc c'était tout pour la quantification et l'échantillonnage. Maintenant, pour l'application. Alors, ça, c'est pour l'addition des images. Ça, vous savez le faire. Négatif. Voilà. Donc, je compare plusieurs sauts de quantification. Donc, je vais imaginer que j'ai un saut de 5, j'ai un saut de 15 et j'ai un saut de 25 et je vais appeler mon image échantillonnée que j'appellerai sample. Alors, je pense que j'ai perdu ma connexion sur ma machine. Alors, j'en étais où? Voilà, donc le saut, et je vais essayer de voir quel est l'effet du saut sur notre image. Et le nombre de bits, donc le nombre de bits, donc je l'ai défini au début.
que je l'ai défini au début, oui ou non? Non. Pourquoi je n'ai pas défini le nombre de bits? Alors, quantification, addition, soustraction. Nombre de bits. Pourquoi je n'ai pas défini le nombre de bits? Seconde. Non, donc ici, je n'ai pas encore défini le nombre de bits. Bon, donc ça, c'est l'effet de la quantification. Et donc, je vous ai dit que plus je prends des échantillons, plus la forme est claire, plus la forme de mon image est claire. Et pour donc, en diminuant le pas de quantification, nous perdons le détail dans la forme de l'image. Et là, on va comparer le nombre de bits pour la quantification. Donc, quel est son effet sur l'image? Et donc, on va essayer de voir un affichage. Donc, vous voyez, plus le nombre de bits réservés à mon image est élevé, plus je vois les couleurs de mon image. Donc, le nombre de bits qui est égal à 8, à 4 et à 2. Donc, vous voyez que lorsque j'ai 2 bits, donc 2 à la puissance 2, j'ai 4 couleurs seulement. Donc, le blanc, le gris, le gris. Bon, ça, c'est pour les additions et les soustractions. Très bien. Donc, vous voyez, par exemple, ici, si je prends le signal tel qu'il a été fait, donc l'amplitude, donc je prends mon image originale qui est de 1000 fois 1000, et donc sachez que, encore une fois, que ce n'est pas une image analogique, on veut juste un petit peu simuler une image analogique sur PC. Donc, je vais imaginer que ça, c'est mon image analogique qui contient donc 1000 fois 1000, donc il y a plusieurs valeurs, et je vais prendre une ligne. Donc, c'est quelle ligne que j'ai pris alors, donc la ligne 500. Non, c'est pas la ligne 500. Non, c'est la ligne 150. Donc, de mon image, j'ai pris la ligne 150, qui est un petit peu ici, et j'ai affiché donc son signal. J'ai affiché ses valeurs. Et donc, j'ai quelque chose qui ressemble à ceci. Après échantillonnage et quantification, donc je vais avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, imaginez que ça, c'est votre signal qui est continu. Et donc, si j'agrandis ça, non, je ne peux pas agrandir. Donc, si on agrandit cette figure, donc à chaque pas, plus j'agrandis, plus j'ai des perturbations, qui sont les perturbations de mon signal. Donc ici, j'imagine que c'est 1000 valeurs fois 1000 valeurs, pardon, seulement les 1000 valeurs d'amplitude, et ça, c'est l'amplitude de mon signal. Donc, j'imagine que dans la vraie vie, mon signal est vraiment continu. Donc, plus j'agrandis, j'aurai toujours des perturbations de signal. Et ici, donc, ça va être de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et c'est pour ça que, donc, j'imagine que ça, c'est mon signal qui est continu. Et après avoir fait un échantillonnage, j'aurai quelque chose, donc ça, c'est le résultat de l'échantillonnage. Donc, j'aurai quelque chose avec des courbures, avec un effet escalier. Et si je fais un zoom sur la ligne ou la partie, donc, la partie qu'on a échantillonné et quantifié. Donc, j'aurai quelque chose en comparaison avec quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, la forme est bien définie, mais lorsque je fais une quantification et un échantillonnage, donc j'aurai quelque chose qui ressemble à cela, et donc je perds de l'information dans la forme
et dans les couleurs. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième question. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est plus clair pour ceux qui ont posé cette question? Oui, merci. C'est moi qui avais posé la question. Parfait, parfait, Ahmed. Merci. Il n'y a pas de quoi. Donc on continue avec la prochaine question. Les améliorations du descripteur SIFT, ça je vais laisser en dernier, vu qu'on doit, on doit revoir un article par rapport à ça, ou voir plutôt. Calculer le gradient and segmentation. Donc, je commence par calculer le gradient. Donc, le gradient, c'est très simple. Il n'y a pas plus simple que le gradient. Donc, pour le gradient, donc ça, c'est mon image. Voici mon image qui contient des pixels. Je vais commencer par considérer la base orthonormale comme ceci. Donc, ça, c'est mes x et ça, c'est mes y. Je veux calculer la dérivée de mon image, la dérivée par rapport à x et la dérivée par rapport à y. Bon, j'ai des coupures sur ma machine. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Moi, il m'affiche que j'ai perdu ma connexion. Ah, d'accord. Alors, si... Ah, très bien. Donc, si je mets... si je mets... Si je reviens au chapitre, il est où? Là, on a perdu. D'accord, d'accord. OK. Ça revient. Normalement, c'est bon. Est-ce que vous arrivez à voir à présent, s'il vous plaît? Très bien. Donc, voici une image. On avait parlé de gradient en nous référant aux mathématiques. Et là, on disait que la dérivée, c'est un changement par rapport à une certaine direction. Donc, si je cherche le changement par rapport à x, j'aurai donc la dérivée. Donc, ça, c'est ma fonction f. F qui est une fonction x, y. Donc, rappelez-vous, la différence entre dérivée et gradient, c'est que la dérivée est calculée avec une seule variable. Le gradient, c'est tout simplement la dérivée à deux variables. On appelle ça gradient juste pour différencier, mais en fait, le gradient d'une image, c'est exactement la dérivée, mais la dérivée partielle, la dérivée par rapport à x et la dérivée par rapport à y. Si on avait une image à trois dimensions, telle qu'une vidéo, donc une vidéo contient la première dimension qui est le x, la deuxième dimension qui est le y, et la troisième dimension qui est le temps. Donc ça, c'est une image à trois dimensions. Si je prends par exemple les images de profondeur, ce que vous avez sur votre Kinect, c'est aussi une image à trois dimensions. Donc vous avez x, y, et vous avez la profondeur qui est z. Donc à trois dimensions. Donc si je voulais calculer le gradient d'une image 3D, donc je vais calculer la dérivée par rapport à x, la dérivée par rapport à y et la dérivée par rapport à z, ou bien la dérivée par rapport à t, qui est le temps. Donc, si je suis dans une image si je suis sur une fonction à une variable, je parle de la dérivée simple. Si je suis plus d'une variable, je parle d'un gradient, qui est une dérivée partielle. Donc, je prends mon image f de x et la dérivée de f par rapport à x, c'est tout simplement le changement que va subir f par rapport à x. Donc, c'est f. Oui, ok, je repartage. Alors, f de, on avait dit donc la dérivée par rapport à x. Donc, c'est f de x plus delta x
moins, alors y plus delta x, y, moins f de x, y sur x plus delta x. C'est x plus delta x moins x, et y, ça ne m'intéresse pas. Y, c'est une constante. Lorsque je calcule la dérivée par rapport à x, mon y, c'est une constante. Donc, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est quoi, en fait, ma dérivée? C'est f de x plus delta x. Et delta x, on avait dit que je prends en général, pour calculer la dérivée, je prends delta x est égal à 1. Donc, en fait, je suis en train de prendre f de x plus 1, y, moins f de xy. Et ça me donne la dérivée par rapport à x. Je fais la même chose par rapport à y, donc j'aurai f de x que je considère une constante, puisque je cherche le changement par rapport à mon y. Donc x, y plus delta y moins f de x, y sur y plus delta y moins y. Donc, y, ça part avec y. Donc, j'aurai f de x, y plus delta y, moins f de x, y. Et delta y, donc je fais la même chose. Delta y est égal à 1. Donc, ça va être f de x, y plus 1, moins f de x, y. Donc, c'est ça ma dérivée. Donc, c'est le changement par rapport à x et le changement par rapport à y. Bien sûr, c'est une dérivée partielle. Dérivée par rapport à x et dérivée par rapport à y. J'enlève tout ça. Donc, je reprends ma formule rapidement. Donc, ma dérivée de f par rapport à x est égale à f de, trop petit, c'est f de x plus 1 y moins f de x y. Et si je fais ça par rapport à y, donc c'est f de x y plus 1 moins f de x y. Ça, c'est la dérivée de f par rapport à y. Bien, donc on a vu notre formule. Maintenant, si j'applique ça sous forme de multiplication ou de convolution, ça va être quoi? Ça va être, en fait, ça va être la somme de, alors, donc, attendez voir. Alors ici, f de x, y, et ici, f de x plus 1, y. Donc ça, fois moins 1, et ça, fois 1. Donc, en fait, je suis en train de faire une convolution. Donc, je multiplie f de xy par moins 1, plus, je multiplie f de x plus 1y par 1. Donc, c'est 1 fois f de xy, pardon,
c'est 1 fois f de x plus 1 y moins 1 fois f de xy. Et je vais retomber exactement sur ça. Donc, je peux faire ça. Donc, c'est moins 1 fois f de xy plus 1 fois f de x plus 1 y. Voilà, donc c'est moins 1 fois la première partie plus 1 fois la deuxième partie. Et en fait, donc, on a fait une convolution avec le masque moins 1, 1. Donc, voici notre masque. Qui est le masque? Moins 1, 1. Donc, je prends le masque moins 1, 1 et je l'applique sur la première ligne pour avoir la première dérivée. Si je fais la même chose, je tomberai exactement sur le deuxième masque qui est moins 1, 1, mais en longueur. Donc, ça va être moins 1, 1. Et donc, en fait, c'est quoi? C'est f de y plus 1, x, pardon, c'est f de x, y plus 1, moins, ou bien moins 1 fois f de x, y. Et donc, je tomberai encore une fois sur un masque de convolution. Et ce qu'on avait dit, on avait dit que ça, c'est la forme la plus basique du gradient. C'est juste un changement par rapport à la direction x et par rapport à la direction y. Quelqu'un, après ça, est venu, quelqu'un qui s'appelle Prewitt, et a dit, ou bien avant Prewitt, quelqu'un qui s'appelle, non, c'est Prewitt qui est, c est égal à 1. Donc, avec Prewitt, Prewitt avait dit, non, moi je préfère ne pas considérer seulement le pixel avec son voisin, mais je préfère prendre toute une fenêtre. Donc, dans ce cas-là, il a pris une fenêtre 3 x 3. Au lieu de prendre un pixel avec son voisin, il a pris une fenêtre 3 x 3. Et il s'est dit, au lieu de chercher la différence entre un pixel et son voisin, moi, je vais chercher la différence entre un pixel et le voisin de son voisin. Donc, ici. Et si je reprends donc, la dérivée par rapport donc, si je reprends la dérivée de Prewitt, donc il avait dit, donc, pour la dérivée par rapport à x, ça va être 1, c, 1, et moins 1, moins c, moins 1. Donc, je reprends mon exemple. Donc, je reprends donc le masque de convolution. C'était moins 1. Donc, ici, il s'est dit, moins 1. Et donc, Prewitt avait dit que c est égal à 1. Donc, j'aurai aussi un moins 1 ici. Et j'aurai un moins 1 ici. Ici, j'ai des 0. Et ici, j'ai des 1. Donc, ce que voulait dire Prewitt, c'est exactement ce qu'on vient de faire avec le pixel avec son voisin. Mais lui, il veut dire qu'on va plutôt prendre le voisin du pixel avec l'autre voisin du pixel. Et on ne prend pas du tout en considération le pixel en question. Mais pour le pixel en question, ce qu'on va faire, ça va être de mettre sa valeur au milieu. Donc, la valeur résultante de cette convolution va être mise au milieu. Donc, ce que je veux faire, c'est de dire f de x plus 1, y plus 1, moins f de x moins 1, non, pardon.
Alors ça, c'est la dérivée par rapport à x. Dérivée par rapport à x. Donc, je vais prendre la valeur que j'ai ici. Donc, f de x. Alors, ça, c'est mon x. F de x plus 1. X plus 1, y moins 1. Alors, y, c'est les colonnes. F de x, normalement, c'est bon. Ici, on a juste la confusion de la base. Oui. J'ai vu, j'ai vu. Pardon? En fait, le problème, et c'est toujours un problème de confusion, c'est qu'est-ce qu'on considère comme x et qu'est-ce qu'on considère comme y. Donc, si je considère la base orthonormale que vous avez l'habitude d'utiliser en mathématiques, donc les colonnes, c'est nos x et les lignes sont nos colonnes, sont nos y. Donc, c'est ce qu'on a ici. Et quand vous avez le filtre qui est inversé, donc c'est les lignes qui sont considérées les x et les colonnes qui sont considérées les y. Vous voyez la différence? Donc ici, dans notre cas, si je prends ça, donc je vais, en appliquant donc, le masque de convolution qu'on avait vu en TD, donc j'aurai f, alors, autre couleur, donc j'aurai f de, alors ça c'est mon x, f de x plus 1, y moins 1, donc f de x plus 1, y moins 1, f de x plus 1, y moins 1, moins, donc moins 1 fois f de x moins 1, y moins 1. Donc, j'ai calculé la première valeur. Donc, cette valeur, je vais colorer ça. Donc, cette valeur moins cette valeur. Ensuite, comme je suis dans une opération de convolution, je vais rajouter la deuxième valeur. Donc, j'aurai du coup cette valeur avec cette valeur. Donc, ça va être f de x plus 1. Donc, ça va être pareil, f de x plus 1, y moins f de x moins 1, y. Et enfin, donc la dernière valeur, ça va être f de x plus 1, y plus 1, moins f de x moins 1, y plus 1. Donc, ça va être cette valeur. Et je fais toute la somme de tout ça. Donc, je suis en train de voir la différence entre mon dernier x et mon premier x. Et la valeur résultante, je vais la mettre dans le pixel du milieu, donc mon x du milieu. Je fais la même chose en inversant pour calculer la dérivée par rapport à y. Donc, pour calculer la dérivée par rapport à y, le même filtre, mais inversé. Donc ici, on aura donc moins 1, moins 1, moins 1, et 1, 1, 1, et le reste, c'est des zéros. Donc je suis en train de multiplier cette valeur, donc pas multiplier, donc multiplier avec 1, donc ça fois 1, plus ça fois moins 1. Donc, je rajoute le y et je soustrais le y. Donc, je suis en train de chercher la différence entre mon dernier y et mon premier y et je l'applique à toutes les lignes. Je vais
repartager. Voilà, donc, alors ça va me donner f de y, alors f de x, donc mon premier x, avec mon dernier x dans y. Donc f de x, donc si je prends la première ligne, ça va être f de x f de x plus 1, y moins 1, moins f de x plus 1, alors x, y plus 1, moins f de x plus 1, y moins 1. Donc, je suis en train de prendre la valeur que j'ai mis en rouge avec l'autre valeur que j'ai mis aussi en rouge. Pour le deuxième pixel, je vais prendre la valeur que je vais mettre en bleu avec l'autre valeur que je mets en bleu. Et je rajoute donc cette valeur, f de x plus 1, y plus 1, moins f de x moins 1, y moins 1. Et je continue avec la deuxième valeur et enfin, donc la troisième valeur. Mais le plus important, c'est justement de sommer la totalité pour trouver le gradient. Ou la dérivée entre un pixel et le voisin, pardon, pour un pixel donné, c'est le voisin du pixel d'une direction et l'autre voisin dans l'autre direction. Donc, je suis en train de chercher une différence entre les deux directions du pixel. Et la valeur que je vais retrouver, je vais la sommer pour la deuxième colonne et pour la troisième colonne. Et ce que je trouverai après cette opération de convolution, je vais le mettre au milieu. Donc, en fait, ça vient d'une idée très simple qui est l'idée de la dérivée où je suis en train de chercher la différence entre un pixel et son voisin, mais avec les masques de convolution, je suis en train de chercher la différence entre le voisin du pixel avec l'autre voisin du pixel en appliquant un simple masque de convolution et en appliquant justement l'opération de convolution. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Je vais voir s'il y a quelque chose sur le chat. Oui, non, ça c'est la première dérivée. La deuxième dérivée, c'est un autre masque de convolution. Et en fait, pour la deuxième dérivée, vous aurez besoin seulement d'un seul masque. Pour la première dérivée, vous avez besoin de deux masques parce qu'on est en train de calculer la dérivée par rapport à x et la dérivée aussi par rapport à y. Ce qui est le plus intéressant à retenir ici, c'est le passage entre une dérivée simple qui est tout simplement le pixel et son voisin avec un masque 1 moins 1 jusqu'à arriver à un masque de convolution plus compliqué, mais c'est tout simplement la différence du voisin du pixel avec l'autre voisin. Donc, un pixel donné, je vais calculer la différence entre son voisin de haut et son voisin de bas pour la direction Y. Je vais calculer son voisin de gauche et son voisin de droite, la différence entre son voisin de gauche et son voisin de droite pour l'axe des X. Et donc, bien sûr, ça, vous pouvez trouver inversé. Et si vous trouvez inversé, c'est tout simplement que les auteurs qui ont proposé ce masque ont considéré que l'axe des X, donc cet axe qu'on a ici, cet axe, c'est l'axe des Y et non pas des X. Et cet axe, c'est l'axe des X et non pas des Y.
Et ce qu'on fait généralement en programmation, c'est de considérer les lignes comme des X et les colonnes comme des Y. Et ça porte à confusion lorsqu'on est en train d'utiliser les mathématiques ou en mathématiques, on considère en général la ligne comme les X. Donc, les indices de ligne sont les X et les indices de colonne sont les Y. The sentence of using the second derivative, we will need only one mask. You need only one mask. Le masque du Laplacien. En utilisant le masque du Laplacien, donc voici comment on calcule la dérivée de l'image. Donc, on va utiliser tout simplement le masque du Laplacien. Voilà. Donc, c'est le masque du Laplacien qu'on utilise pour calculer la deuxième dérivée de l'image. Première dérivée, on a besoin d'un masque horizontal et un masque vertical, vu qu'on est en train de chercher le changement d'intensité dans les deux directions. Pour la deuxième dérivée, je vais avoir seulement une seule dérivée. Ah, pardon. Donc, je reprends le partage. Voilà. Voilà. Donc, le masque du Laplacien pour lequel on utilise pour calculer la deuxième dérivée de l'image. Donc voilà, le plus intéressant à savoir dans le gradient de l'image, c'est de vous rappeler toujours que le gradient, c'est la différence dans l'axe des X et l'axe des Y. Et que je considère ça comme Gx et ça comme Gy, ou que je considère ça comme Gy et ça comme Gx, sachez que c'est tout simplement lié à la base orthonormale. Et qu'est-ce que j'ai considéré dans mon image comme étant l'indice des lignes et qu'est-ce que j'ai considéré comme l'indice des colonnes. Voilà, donc si je prends ça, donc je suis en train de calculer, donc ça, si j'appelle ça la dérivée de f par rapport à x, je suis en train de calculer la colonne moins l'autre colonne. Donc f de y plus 1, f de x, y plus 1, moins f de x, y moins 1. Voilà, donc ça c'est... plutôt, ça c'est f de x plus 1, y, et ça c'est f de x moins 1, y. Voilà. Donc f de x plus 1, y, je vais colorer ça en rouge. Donc f de x plus 1, y, vu que j'ai considéré que mon x, c'est l'indice des colonnes. Donc f de x plus 1, y, plus moins 1 fois f de x moins 1, y. X moins 1, y. Donc voilà. Et c'est pour ça que ça, c'est considéré comme le gradient en direction des x. Parce qu'il a considéré que x, c'est l'indice des colonnes. Mais bien sûr, donc, quand on programme, on considère que l'indice des colonnes, c'est généralement notre y et non pas notre x. Donc, f de x, y. Donc, x, c'est la ligne et y, c'est la colonne. Sauf si vous faites une petite gymnastique dans votre code, de telle sorte que l'indice de la ligne soit en première position et l'indice de colonne soit en deuxième position de votre tableau. Voilà. Est-ce que c'est clair pour le gradient de l'image? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au gradient de l'image? Je sais que la seule chose qui porte à confusion, c'est justement les indices. Mais à part les indices, vous devez juste vous rappeler que gradient, c'est changement par rapport à une direction donnée. Pas d'autres questions, s'il vous plaît? Bien. S'il n'y a pas de questions, je passe à la question suivante. I don't think that I get the segmentation course really well. Par rapport à l'orientation. Par rapport à l'orientation,
vous devez donc calculer l'orientation du gradient. Donc, c'est la dérivée par rapport à y. Donc, c'est toujours la dérivée de f par rapport à y sur la dérivée de f par rapport à x. Ça doit toujours être calculé de cette façon. Dérivée de f par rapport à y et dérivée de f par rapport à x. Effectivement, donc si vous changez la base orthonormale, l'orientation va changer. Mais en fait, ce qui va changer dans votre orientation, si vous changez la base orthonormale, c'est-à-dire que l'indice de ligne va être votre y, donc vous aurez une base qui ressemble à ceci. En fait, ce qui va changer, ce calcul reste le même, mais ce que vous allez calculer, en fait, c'est l'orientation. Donc, si votre gradient, donc, par rapport à x, si l'orientation est comme ceci, en fait, vous allez l'inverser et calculer dans l'autre sens. C'est juste que vous êtes en train de calculer un sens inversé de votre orientation. Et donc, voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que c'est correct ce que je viens de dire? Bon, alors, c'est quoi exactement? J'arrive à vous, Mohamed. Ahlam, c'est quoi gradient magnitude? Gradient magnitude ou la magnitude du gradient, donc c'est ce que vous avez fait au lycée. Donc c'est la dérivée par rapport à y au carré plus la dérivée par rapport à x au carré. C'est ça. Donc si vous avez votre image qui est comme ceci et vous avez un gradient de l'image, donc vous allez soit avoir le gradient de cette façon, donc l'orientation qui est comme ceci, la magnitude, donc pour une magnitude petite, vous aurez ce genre de flèche, pour une magnitude plus grande, vous aurez ça. Donc, en fait, c'est le vecteur d'orientation de votre gradient. Dans quel sens votre gradient est en train de changer. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ahlan. D'accord, très bien. Et en segmentation, comment est-ce qu'on peut savoir si on doit utiliser l'érosion, la dilatation ou un produit des deux? Comment se fait le choix? Test et erreur, où il y a des règles ou force d'expérience. Bien. Érosion et dilatation. Attendez. Donc, vous avez fait une segmentation. Lorsque vous avez une image où vous avez beaucoup de trous, vous devez réfléchir à faire une dilatation. Lorsque vous avez pris beaucoup plus de piles en fallait, vous devez utiliser une érosion. Comment savoir? Généralement, c'est expérimental. Généralement, vous devez vous fier aux résultats et voir quel meilleur type de dilatation ou d'érosion ou d'ouverture ou de fermeture faut-il utiliser. Et ça, c'est dépendant de l'application que vous avez et c'est dépendant de l'image que vous avez. Est-ce que j'ai répondu, Yasmine? Ça peut être généralisé pour plusieurs images si les images sont issues de la même opération. Mais c'est pas toujours, mais ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours à tous les cas. Par exemple, lorsque vous faites une segmentation d'une personne qui marche dans la rue,
sur une vidéo. On appelle ça, donc on avait un petit peu vu ça dans la soustraction de fond. Donc, lorsque vous faites la soustraction de fond, il est possible d'utiliser la dilatation pour regrouper les fragments de la personne. Mais s'il y a une voiture qui passe, et si cette voiture, dans les fenêtres de la voiture, vous avez des trous que vous avez eu lorsque vous avez fait votre soustraction de fond, non, plutôt, il y a eu une voiture qui avançait vers votre individu, et à un certain moment, il y a eu un chevauchement entre la personne qui marche et la voiture. Dans ce cas-là, vous devez plus aller vers une érosion pour séparer vos deux individus. Vu que la première personne, le premier objet, c'est une personne, le deuxième objet, c'est une voiture. Donc là, il faut aller vers une érosion. Donc, généralement, il faut faire beaucoup d'expérimental pour savoir quelle opération morphologique il faut appliquer. Je ne sais pas, je pense que dans le cours, il y a quand même certaines règles par rapport à la dilatation et à l'érosion, mais je ne me rappelle pas de ce qu'avait fait avec vous, Madame Baha. Le plus souvent, même si on a des règles, le plus souvent, on a quand même besoin de voir le résultat de nos images pour savoir est-ce que l'opération morphologique qu'on a fait est bonne ou pas. OK. Non, il faut. En fait, ça, c'est un examen de Madame Baha, oui. Voilà, donc, en général, il faut mettre les étapes, pas forcément justifier, mais expliquer. Normalement, il n'y a pas eu, c'est l'exercice 1, c'est ça? Non? C'est quel exercice? D'accord. Bon, ça, c'est fait. Segmentation. Segmentation. Lors d'une expédition, un groupe d'archéologues ont découvert des messages datant de plus de 5000 ans. Les messages sont chiffrés dans un mystérieux langage impossible à comprendre. Pour aider le décodage de ces symboles, on vous demande de concevoir un programme pour faire l'acquisition des images de ces messages et pour extraire les symboles automatiquement de ces messages et les interpréter éventuellement. Quels sont les critères à prendre en compte lors de la conception de votre système et quel algorithme pouvez-vous utiliser pour cela? Expliquez brièvement les raisons qui motivent chacun de vos choix. Décrire votre système selon les 4 points. Les images au niveau de acquisition, pré-segmentation, segmentation, post-segmentation. Bien sûr, donc il faut expliquer pourquoi vous avez choisi telle et telle méthode. Donc, pour l'acquisition, par exemple, on sait que c'est des images, c'est des messages datant de plus de 5000 ans. Donc là, il faudrait dire quel type d'image vous allez avoir et par exemple, quel, je ne sais pas, euh, euh, la taille des images que vous allez avoir, par exemple. Quelle est la résolution que vous voulez prendre? On est en train de voir que c'est des messages, donc c'est de l'écriture, donc on a besoin des courbures, donc on a besoin des détails, donc on justifie par rapport à ça. Ensuite, la pré-segmentation. Donc avant de segmenter, est-ce qu'il y a eu du bruit? Donc probablement, vu que c'est très ancien, il y a eu du bruit. Donc vous motivez ça par rapport à la condition d'acquisition de votre image, à l'éclairage. Donc peut-être si c'est des archéologues, peut-être que ces messages sont dans une grotte. Donc, il faut justifier par rapport à ça. Donc, on a eu probablement du bruit en type poivre et sel. Donc, voici le filtre qu'on va utiliser pour enlever ça. En fait, ce que fait, comment? Voilà, le contraste. Donc, en fait, généralement,
les exercices qu'on donne dans l'examen de TAIV, que donne Madame Baha aussi, c'est des exercices où on veut voir que vous avez bien assimilé. Et là, en fait, euh, c'est toujours quelque chose d'intéressant qu'on voit dans les copies des étudiants, parce qu'il y a de la créativité et surtout il y a de la compréhension de ce qui a été fait. En fait, ça, on ne peut pas avoir une seule réponse. Chaque étudiant a sa propre conception des choses et aura son propre séquencement. Et si vous justifiez ça, donc vous avez votre note si vous justifiez convenablement. C'est-à-dire, euh, j'ai du bruit, je veux enlever du bruit, je ne vais pas dire que je sais pas, que je vais calculer le gradient. Ça, c'est pas justifié. Euh, voilà. Donc, reconnaître, peut-être qu'à la phase reconnaissance, donc je n'ai plus besoin d'aller dire, dans la phase de reconnaissance du texte, je vais aller utiliser l'égalisation d'histogramme. Non, ça c'est fait avant la segmentation, avant la reconnaissance. Donc, juste pour séparer les étapes et comprendre euh, quelle chose sert à quoi. Donc, la segmentation, elle sert à quoi? Donc, ici, la segmentation va servir à isoler le texte. Et nous, l'objectif, c'est de reconnaître le texte. Donc, on veut isoler le texte. On appliquera une morphologie probablement, mais avec peut-être, je vais justifier ça, avec un noyau qui soit plus ou moins petit, vu que je ne veux pas que les lettres se collent entre elles et ainsi de suite. Donc ici, c'est vraiment libre à votre imagination, mais avec les concepts que vous avez appris. Tout à fait. Exactement. Donc, éventuellement, votre segmentation n'a pas donné de bons résultats. Visuellement, vous avez vu que vous avez perdu des mots, qu'il y a du contenu perdu. Donc, là, éventuellement, vous pouvez appliquer une dilatation, une érosion. Vous pouvez appliquer, je pense qu'on n'a pas vu ça, mais vous pouvez par exemple appliquer du in-painting, du filling, fill areas ou in-painting. In-painting, ça, c'est une reconnaissance de contenu perdu. En fait, si vous avez encore fait des lectures par vous-même, vous pouvez même rajouter les choses que vous pensez intéressantes pour résoudre ce problème. Mais oui, donc pour répondre à votre question, post-segmentation, c'est là où on va utiliser des filtres morphologiques pour arranger la forme qu'on a segmentée. Il n'y a pas de quoi. Alors, vous pouvez nous reparler du détecteur de Harris, s'il vous plaît. Oui, une seconde, je vérifie les autres questions. On n'a pas vraiment fait de règles en vue de produire dans de meilleurs résultats. Est-ce qu'on peut corriger l'examen ensemble? Est-ce qu'on peut corriger l'examen ensemble? Est-ce qu'on peut juste, par exemple, avoir juste des éléments de réponse par Des rapport éléments de au début? réponse. Oui, juste pour une discussion ouverte par rapport aux réponses, parce que c'est des questions de cours et comme ça appelle à... Des fois, vous avez dit qu'il fallait justifier, donc est-ce qu'on peut avoir une idée de comment répondre? Bon, les questions de cours, je pense que vous pouvez trouver ça chez vous. Donc, érosion est un amincissement. Bon, ça, c'est facile. Il existe plusieurs méthodes permettant de détecter les contours dans une image. Citez et expliquez brièvement le fonctionnement de chacune. Donc, détection de contours, ça, on a vu. C'est quoi les méthodes qu'on peut utiliser pour la détection de contours? Calcul du gradient Calcul du ou... gradient. Prévité Voilà. Sobel par calcul du gradient. Euh, Les filtres, voilà, qui m'appellent Prévité Sobel. Prévité Sobel, c'est pour le calcul du gradient. Donc, on peut calculer le Oui, gradient par voilà. filtre Sobel et par filtre Prévit, oui. Monsieur, il y a... Laplacien. Le Laplacien, je peux détecter quelques contours avec le Laplacien, mais certains vont disparaître. Cani, très bien, très bien. Cani Edge Detector. Donc, Cani Edge Detector, je peux trouver les contours avec Cani Edge Detector. Et là, vous devez parler. Normalement, vous avez fait Cani en cours. Euh, bon, Cani, c'est une méthode qui demande. Enfin, comprendre la méthode demande un peu de temps.
mais j'imagine que vous avez au moins une idée par rapport à Kani. Donc, expliquez brièvement le concept de Kani. Donc, ici, si vous expliquez la méthode de Kani pour détecter les contours, c'est déjà pas mal. C'est déjà, je pense que c'est déjà suffisant. Normalement, vous avez fait Kani. Pourquoi? Parce que Kani utilise plusieurs étapes qui sont comprises dans d'autres techniques. Bon, chacune d'entre elles, éventuellement, parler des autres, mais j'insiste ici sur Kani Edge Detector parce que c'est le plus connu, le détecteur de contours de Kani. Les étapes de numérisation, bon, numérisation, ça vous savez, échantillonnage, quantification. Dans un système de couleurs, la saturation indique. Bon, la saturation, ça, normalement, vous savez. Donc, Hue Saturation Value. Dans le système TSV, teinte, saturation et valeur. Donc, ça, vous pouvez répondre. Pour déterminer le gradient d'intensité des images, on peut faire un histogramme au niveau de grille, utiliser le Laplacien, utiliser le masque de Sobel, ça aussi vous savez. Donc le Laplacien, on élimine, l'histogramme, on élimine, ça c'est simple. Pour rehausser le contraste d'une image, on peut utiliser le Laplacien, le gradient, dilatation, manipuler l'histogramme, ça aussi c'est très simple, ça vous connaissez. Bon, s'il y a des problèmes, vous m'arrêtez, hein, parce que j'estime qu'il y a beaucoup de choses que vous connaissez. Alors, je vais juste... Madame, pour la 6 c'est la D, non? Normalement. une seconde. Parce que vous avez dit que c'était facile, donc juste pour ne pas Oui, tomber sur une mauvaise attendez. réponse. Mais bien sûr. Je vais juste vérifier s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à ce que je disais. On peut corriger. Corriger, on est en train de faire. Harris, j'y reviens. Kani Gaussian. Détecteur de Harris Moravec. Harris Moravec, non, 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 Yasmine. On ne détecte pas les contours avec Harris ni avec Moravec. Moravec, c'est les points d'intérêt. Faites attention. Donc, c'est la détection des points d'intérêt. Ce n'est pas la détection de contours. Le contour, c'est tout le contour de mon image. Le point d'intérêt, il peut être seulement un coin, corner, et non pas, d'ailleurs, il s'appelle corner detectors, et non pas contour detectors. Ou, voilà. Edge detector. Voilà, c'est ce qu'avait dit Ahmed aussi. Donc, tu as corners. Effectivement, Ahmed. Alors, question 5.4. Donc, je reviens sur votre question, Ahlam. C'était laquelle? La question pour rehausser le contraste d'une image, c'est la D, non? Rehausser le contraste. C'est la D, bien sûr. D'accord, ok. C'est quelle méthode avec lesquelles on rehausse le contraste? Expansion dynamique avec la formule et égalisation d'histogramme. Et voilà, égalisation d'histogramme. Très bien, très bien, très bien. On est d'accord. Égalisation d'histogramme et expansion de la dynamique. Expansion de la dynamique, je n'ai pas à avoir recours à l'histogramme, c'est juste le min et le max de l'image. Donc, le pixel moins le min sur le max moins le min. Donc, ce n'est pas l'histogramme. Par contre, l'égalisation, donc on fait appel à l'histogramme. Donc, on manipule l'histogramme pour arranger le contraste. Je pense que j'ai perdu mon partage, donc je repartage. Non, Abdelkader. Ah non, non, il ne faut pas confondre. Dilatation, ce n'est pas pour rehausser. Au contraire, la dilatation, ce n'est pas pour rehausser le contraste. Rehaussement de contraste, c'est l'histogramme. C'est l'égalisation de l'histogramme. La dilatation, si vous avez des trous dans votre image, c'est une opération de post-segmentation, par exemple. Si vous avez dans des images de niveau de gris, vous pouvez même agrandir des régions claires, mais pas le rehaussement de contraste. Attention. Très bien. Et aussi, le projet Top Bottom Hat Filters. Très bien, très bien. Top Bottom Hat Filters.
So نديروا بهم sort of corrections. Yes, dilatation, it's a sort of correction of image, mais pas le rehaussement. Rehaussement du contraste, lire comme rehaussement du contraste, vous allez directement vers histogramme, égalisation d'histogramme. Ensuite, donc un filtre médian permet de détecter les contours, est beaucoup plus rapide qu'un gradient, et surtout utilisé, contrairement au filtre linéaire pour diminuer les bruits additifs, n'est utilisable que si n est pair, aucune réponse. Ça, vous connaissez. J'imagine que vous avez la réponse. Bon, je vous laisse répondre. Et on va voir si vous... Médian. Quelle est votre réponse? La réponse C. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? La réponse E. Aucune réponse? Pourquoi, Marwan? Donnez-moi votre réponse si c'est aucune réponse. Celui qui... C'est la C. Très bien. Donc, Marwan, faites attention. C'est pas la E. On a notre réponse ici. Donc, on sait... Non, Mohamed. Elle n'est pas utilisable si n est pair. Au contraire, on a besoin que n soit impair. Pourquoi, madame? Pourquoi il doit être impair? Le filtre médian, on choisit la... Ah oui, c'est parce qu'on prend la médiane. Exact, exact. Ah, d'accord, ok. Mais ici aussi, donc, en traitement d'image, on spécifie que n doit être impair. Mais en statistique de base, n n'est pas forcément impair. Hein. On peut avoir Justement, oui. n qui est pair et on prend donc la moyenne entre les deux médianes. Oui. Donc, mais en traitement d'image, vous allez toujours trouver d'ailleurs, c'est ce que vous trouvez dans OpenCV, les filtres médians, c'est toujours, donc ce qu'on donne à un filtre médian doit toujours être impair. L'avantage du filtre médian est qu'il n'introduit pas exactement, c'est ce qu'on considère en traitement d'image. Son avantage, c'est qu'il n'introduit aucune nouvelle valeur. Donc, la valeur de la médiane sera toujours un pixel de notre image. Et c'est pour ça que ça doit être impair. Sinon, si c'est pair, je ferai la moyenne entre les deux médianes et je vais créer une nouvelle valeur. Donc, c'est pour ça que généralement, ce n'est pas acceptable d'avoir n pair lorsque je suis en train d'utiliser un filtre médian. Bien, donc notre réponse, c'est que le filtre médian, très important, le filtre médian, c'est un filtre non linéaire, contrairement aux filtres moyens et aux autres filtres, et à d'autres filtres. Alors, je reviens. Alors, c'est quoi le traitement d'image? Ça, je pense que c'est une question de cours telle que vous l'avez appris. Bon, j'ai perdu ma connexion sur ma machine. Relation entre la dérivée et la convolution. Donc, j'attends que mon PC se connecte. Donc, en attendant, vous pouvez donner vos réponses pour la question 9. Quelle est la relation entre la convolution et les dérivées? C'est une approximation. Enfin, la convolution, c'est une approximation de la dérivée. Très bien, très très bien. C'est une approximation de la dérivée. Très très bien. Donc, la convolution, en fait, ce n'est pas la convolution en elle-même, hein, c'est les masques de convolution. Les masques de convolution qui sont d'approximation de la dérivée. Ce n'est pas la convolution. La convolution elle-même, c'est Oui. une opération mathématique. Ah, Donc, d'accord, c'est pour traitement du signal. entre La autres. convolution en soi. Ah, d'accord. Voilà. Donc, la réponse ici, ce n'est pas de dire c'est l'approximation. Non, parce que c'est l'opération qui est utilisée pour calculer la dérivée en utilisant l'approximation grâce au masque de convolution. Voilà. Donc, dans quel cas estime-t-on
la matrice fondamentale. Bon, ça, vous n'avez pas fait normalement. Ça, c'est pour le mouvement. Master 2. Ah, d'accord. Normalement, vous n'avez pas fait la matrice fondamentale, si? Non, non. Normalement, non. C'est Non, c'est- c'est pas c'est dans quoi, votre. madame? C'est quoi une matrice fondamentale, juste pour... La matrice fondamentale, c'est ce que vous allez utiliser pour le mouvement, euh, pour le tracking, enfin, Oh, c'est souvent dans pour le mouvement. analyse à la vidéo. C'est en analyse vidéo. C'est en analyse vidéo, la matrice fondamentale. Ah, d'accord. Non, non. On n'en a pas. On a parlé de tracking, mais on n'a pas Non, parlé de non, je matrice pense pas, je fondamentale. pense pas, je pense pas que vous ayez fait ça. Normalement, non. Normalement, c'est pas dans votre programme. D'accord. Est-ce que l'extraction du contour nécessite toujours une estimation du gradient? À votre avis? Non, on peut le faire avec ce œillage, non? Je sais pas. Je pense, il y avait une partie où en faisant scroll un œillage à deux, enfin, une binarisation, on peut euh, faire ressortir des contours, mais pas tous. Oui. Donc c'est pas forcément, mais c'est pas, comment dire, c'est pas très crédible. Je veux pas dire crédible, mais c'est pas très, euh, j'ai Le oublié résultat l'adjectif. n'est pas, le résultat n'est pas Voilà, voilà. Efficace, efficace. voilà, efficace. Voilà. Donc, Yasmine, la question, c'est l'extraction d'un contour nécessite toujours une estimation du gradient. Donc, ça, euh, oui, oui, oui. Ce que vous avez vu, oui. Mais ici, moi, je pense que c'est mieux de justifier votre oui et votre non. Donc, ce que vous allez Est-ce que c'est répondre vrai ici. ou faux? Donc, dépendamment de notre Voilà, réponse, on justifie. voilà. Il vaut mieux ici justifier. Même si c'est pas demandé, il vaut mieux justifier. Ah, d'accord. Donc, prochaine question, que proposez-vous pour améliorer cette image? Alors, c'est quoi le problème de cette image? J'agrandis, Elle est je ne floue, sais pas. il Oui, y a je du pense que, bruit. On voit pas bien les contours. C'est sans bruit. voilà. Donc, ce qu'on peut utiliser, donc pour améliorer le contraste et pour enlever quoi? Le Le bruit bruit. Qu'est-ce qu'on qu'on va voit. utiliser pour enlever le bruit? Un filtre de lissage. Bien, bien. Des exemples Bon, de filtres de lissage. on le précise. Euh, médian, le filtre moyen ou la gaussien. Oui, en fait, ce que vous avez ici, ça a l'air d'être du bruit poivre et sel. On voit bien qu'il y a des Oui, points, n'est-ce pas? Donc, exact, oui. il faudra la solution, il faudra le filtre qui est destiné, Médian, voilà, par oui. exemple. Bien. Non, en fait dans cet examen et dans tous les examens de TAI, euh, l'important, c'est la compréhension. L'important, c'est de dire, voilà, on sait de quoi il s'agit. Filtre médian ou gaussien, oui. Alors, je pense que ma connexion est revenue. Alors, lors d'une expédition, donc ça, on en a parlé. Et l'exercice numéro 2, soit l'image représentée par les niveaux de gris, compléter l'histogramme et l'histogramme cumulé. Donc ça, c'est facile, vous savez le faire. Dessiner l'histogramme de cette image. Bah, ça, le dernier exercice, c'est un exercice cadeau. Deuxième exercice, c'est un exercice d'imagination, donc d'imagination et de compréhension. Donc tout ce que vous avez compris, et généralement, les sujets de Madame Baha, c'est toujours une mise sur terrain. Donc, un problème donné et voir la compréhension de l'étudiant et son imagination et surtout ce qu'il a maîtrisé du module. Voilà.
Ça va pour Je vois. l'examen? Madame, oui, juste, Oui. est-ce que vous pouvez juste on pourrait répondre par rapport à l'exercice 1 à data, à l'acquisition de l'image, vous avez parlé de résolution. Comment on peut formuler ça? Je sais que chaque personne qui fait, elle formule sa réponse, mais généralement, par exemple, qu'est-ce que vous auriez mis? Acquisition de l'image dans ce cas-là. Vous devez, en fait, vous devez vous référer à ce que vous avez fait en cours. L'acquisition de l'image, bien sûr, dans l'acquisition, on sait que les premières étapes, c'est l'échantillonnage et la quantification. Et dans l'acquisition, donc vous devez, donc comme j'avais dit tout à l'heure, sur combien de bits je vais représenter mon image, en prenant en considération les images qu'on a et en prenant en considération donc l'éclairage. Par exemple, si je veux ouvrir un peu la porte à l'imagination, on va dire que c'est une expédition, c'est des archéologues, donc je vais me mettre dans le contexte. Est-ce qu'ils ont trouvé ça dans une grotte, donc le niveau d'éclairage est réduit? Est-ce qu'ils ont trouvé ça à l'extérieur, donc il y a beaucoup d'illumination? Euh, donc, qu'est-ce que je veux garder comme information? Est-ce que ma résolution doit être grande ou au contraire, une résolution petite est suffisante? Euh, et donc, par rapport à la résolution, je sais que c'est lié au pas de la quantification, donc combien, à l'échantillonnage, pardon, donc combien d'échantillons je vais prendre, et c'est ça ma résolution. Et pour chaque échantillon, donc pour chaque pixel, sur combien de niveaux de gris ça va être codé. Donc là, par exemple, je vais même dire combien de canaux j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin seulement du RVB ou est-ce que je peux avoir besoin de plus que ça? Donc, je peux imaginer à l'acquisition une image multispectrale et ainsi de suite. Donc voilà, Madame, par exemple, dans ce cas, excusez-moi, oui. je vous ai coupé. Donc, le plus important, pour moi, ici, dans notre acquisition, c'est bien sûr la résolution qu'on va prendre, la quantification et l'échantillonnage. Donc, parler de ça, vu que c'est la première étape qui est faite et c'est la première étape de l'acquisition de l'image. Oui, Ahlam. Non, juste par exemple, les archéologues sur place, ils ont des appareils photo. On s'est jamais posé la question en traitement d'image, on utilise de bons appareils photo, j'imagine. Donc l'acquisition, elle se fait avec, par exemple, un Canon ou là. Dans ce cas, comment on peut, avec les appareils photo, la, euh, la quantification, donc l'échantillonnage, ils sont préprogrammés ou là. Comment on peut... Ah, oui, oui, Ah, d'accord. Ah, Et justement, par exemple, c'est ce Non, que mais j'ai pensé. dans tous les cas, ici c'est un examen. Donc c'est pour voir qu'est-ce que vous avez appris. Donc Oui, même bien sûr. si vous dites que j'ai acquis et j'ai amélioré le contraste, il se pourrait que même après ça, votre contraste ne soit pas, vous ne soyez pas satisfait. Donc il faut montrer que voilà, après avoir acquis l'image, on a trouvé que le contraste, même s'il a été réglé durant l'acquisition, même si les conditions d'éclairage, les archéologues ont fait en sorte d'avoir de bonnes conditions d'éclairage, on a quand même eu un mauvais contraste. Donc, voici les techniques que nous proposons pour améliorer le contraste. Donc, ici, c'est un exercice justement d'acquisition de tout ce que vous avez appris. Donc Ah, appliquez ce d'accord. que vous avez appris. Ok. Il faut mettre ça en avant, surtout. Surtout ce que vous avez appris. Oui, Sinon, pourquoi on fait un examen? Si c'est oui, pas bien pour sûr. imprégner la connaissance que vous avez appris durant tout un semestre. Oui, je comprends. Ok, merci. Il y a une autre question, le chat. Imaginons une grotte, donc ça c'est bon. Restaurer une image. Peut-on restaurer?
comment peut-on, parlons de la question, comment peut-on restaurer une image? La restauration de l'image. La restauration de l'image, c'est avec les techniques de restauration qui sont, je reviens, vers le traitement d'image basique. Donc, j'enlève le bruit. J'ai plusieurs techniques pour enlever le bruit. Euh, je récupère le contenu perdu. Il y a quelques techniques, par exemple. Donc ça, je sais qu'on n'a pas fait, mais ça, c'est intéressant à voir. Donc, c'est une des techniques de restauration. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Par exemple, donc dans le problème de l'analyse de texte, c'est le problème qui est dit ici, donc des messages. Donc, généralement, dans les problèmes de texte, ce qu'on fait généralement pour restaurer, on essaie d'enlever le background de l'image. Pourquoi? Parce que parfois, quand je prends du texte, une image de texte, euh, l'image est tellement dégradée que le verso est collé au recto. Donc, ce qu'on peut faire, c'est un petit peu de faire une certaine segmentation pour séparer le verso du recto. Et donc, on prend les pixels généralement. Alors ça, je pense que je peux même partager mon écran. Background.